Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Dialogue francophone sur la chaîne publique de Boston et sur le réseau de Comcast, c'est la chaîne 9, réseau RCN, c'est la chaîne 15 et puis sur le web, bnntv.org. À Dialogue francophone, aujourd'hui, nous allons parler de la tempête financière dans la zone euro, avec comme invité le professeur Laurent Jacques. Il est professeur de finance internationale à Fletcher School, c'est à Tufts University, ici dans l'État du Massachusetts. Et puis, au cours de la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de littérature avec la professeure Michelle Sheehan, qui enseigne à UMass Dartmouth. Professeur Laurent Jacques, bienvenue à Dialogue francophone. Très heureux de pouvoir participer à cette émission. Est-ce que le titre est un petit peu osé? Est-ce que on peut parler de tempête financière dans la zone euro? Certainement, crise profonde qui est en fait, à mon avis, mal gérée et qui n'est pas près d'être résolue. Vous dites mal géré. On a eu le cas de l'Irlande, du Portugal. Oui. Il y a eu des prêts et vraiment à des taux, je dirais, préférentiels accordés à ces deux pays. Bon, quand même, ils s'en sont sortis de cette situation. Pourquoi vous dites que c'est mal géré? C'est mal géré parce que dans le cas de la Grèce, comme vous le savez, il y a un an, on a fait exactement la même chose. On repart. Un an plus tard, la Grèce est dans une situation plus difficile qu'elle n'était il y a 12 mois. Et je pense que dans un an, la situation se sera encore aggravée. Et la raison, en fait, on parle de tempête, on parle de crise, on parle de déficit, on parle de banqueroute de la Grèce. Il y a vraiment deux types de problèmes actuellement dans l'euro. À la surface, on met l'accent sur tout ce qui est déficit budgétaire. Irlande, Portugal, Grèce. Et peut-être demain l'Italie? L'Italie peut-être, l'Espagne peut-être. À mon avis, ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est celui de la compétitivité de ces économies. Et c'est un problème qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus grave et beaucoup plus difficile à résoudre. Qu'est-ce que ça veut dire compétitivité? Ça veut dire tout simplement que ces pays, méditerranéens pour la plupart, depuis la création de l'euro, ont pâti d'un taux d'inflation relativement plus élevé que la moyenne de la zone euro. Et donc, progressivement, le pouvoir d'achat en Grèce, le pouvoir d'achat au Portugal, le pouvoir d'achat en Espagne, etc., s'est dévalué. L'euro grec, si on peut parler de l'euro grec, l'euro portugais, si on peut parler de l'euro portugais, est ainsi devenu surévalué. Mais est-ce que le terme même, utiliser le terme euro grec, euro portugais, c'est impropre si l'on tient compte, n'est-ce pas, et la raison pour laquelle justement on a une monnaie unique, c'est justement pour éviter ça. Absolument. Le problème, c'est que le pouvoir d'achat de l'euro dans ces différents pays a évalué de manière divergente. Et la raison, en fait, remonte, si vous voulez, à la construction de l'euro. La construction de l'euro est basée sur la théorie de la zone monétaire optimale. Et la zone monétaire optimale est une théorie qui essaye de répondre à la question suivante. Quand un groupe de pays géographiquement contigus doivent-ils choisir une monnaie commune? Le meilleur exemple d'une zone monétaire optimale, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui, depuis plus d'un siècle, ont une zone monétaire, une monnaie unique qui fonctionne relativement bien. Dans le cadre de l'Europe, au fur et à mesure que l'on a construit l'Europe, qu'on a réduit, éliminé les tarifs, les barrières douanières, harmonisé un tas de choses, la monnaie unique devenait une nécessité. Pour pouvoir approfondir le projet européen, il fallait construire cette monnaie unique. Et donc, on a créé
une banque centrale européenne, qui pratiquement veut dire un taux d'intérêt en principe commun pour l'Europe. On a abandonné les devises nationales, donc les pays, l'Espagne, la France, etc., ont abandonné leur politique de taux de change, qui est devenue l'euro. Par contre, et c'est ça la grande différence, le problème fondamental de l'euro, en termes de dépenses fiscales, chaque pays continue à gérer son propre budget, continue à collecter ses propres impôts, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une année, l'Allemagne peut avoir un surplus budgétaire, la France peut avoir un déficit, la Belgique peut être en équilibre, la Grèce peut avoir un déficit très profond. Il n'y a pas vraiment de manière d'harmoniser ces différentes politiques fiscales. J'allais justement en venir, professeur et Jacques. Est-ce que à la base de cette situation, il ne faudrait pas également ajouter les politiques sociales, les dépenses dans le social et au niveau de ces pays? Les dépenses sociales, c'est quelque chose d'assez différent qui nous compliqueront plutôt que résoudront le problème de l'euro, à moins qu'il y ait une harmonisation des politiques sociales des différents pays membres de la zone euro, ce qui n'est pas le cas. Hein, le salaire minimum d'un pays est différent de son voisin, la couverture sociale est différente, la couverture médicale est différente, etc., etc. Il n'y a aucune harmonisation. Chaque pays gère son budget de manière autonome, ce qui veut dire pratiquement que chaque pays a son taux d'inflation. Et pas de surprise, vous regardez l'inflation en Grèce ou l'inflation en Espagne ou l'inflation au Portugal depuis 10 ans, en moyenne, 2 fois à 2 fois et demi ce qu'elle a été par exemple en Allemagne. Donc progressivement, le pouvoir d'achat de l'euro dans ces pays s'est amoindri. Et ça se retrouve bien sûr dans les coûts salariaux, la compétitivité des entreprises, etc. Et aujourd'hui, avec le risque de la faillite grecque, on oblige la Grèce à quoi faire? À réduire ses dépenses étatiques. Hein. Or, on sait très bien que le jour où vous demandez à un gouvernement de réduire de 10, 15 ou 20% ses dépenses, qu'est-ce qui se passe? Problèmes sociaux, des grèves. Mais avant, les revenus chutent encore plus vite. Donc, au total, le déficit, c'est une différence. Différence entre revenus moins dépenses. Alors, vous réduisez les dépenses, c'est très bien, mais si vos recettes chutent plus rapidement, le déficit ne fait que s'approfondir. Et au fur et à mesure, alors pour en revenir aux problèmes sociaux, beaucoup de ces dépenses qui sont réduites sont des dépenses sociales, réduction de pensions, réduction de couverture sociale, etc. D'où, bien sûr, les problèmes sociaux. Les Grecs sont dans la rue. Les Espagnols sont dans la rue. Et honnêtement, je les comprends. Imaginez un instant que vous soyez retraité des services postaux grecs. Vous avez une retraite de 600 € par mois, ce qui en Grèce n'est pas... vous n'êtes pas vraiment riche. Le gouvernement vous dit, à cause de l'euro, on va être obligé de vous réduire votre pension à 450. Vous avez 75 ans, vous n'êtes pas en très bonne santé, vous ne pouvez pas travailler, etc. C'est affreux. Il y a un drame social, un drame humain qui est aberrant. Parce qu'au total, construire l'euro, c'était d'abord enrichir la population européenne, c'est pas l'appauvrir. Et cet euro, en fait, c'est une camisole de force qui, à mon avis, est de plus en plus difficile à soutenir. Donc vous êtes très pessimiste en ce qui a trait aux solutions qui sont, je dirais même, presque imposées par le couple franco-allemand. Et le Fonds monétaire international. À mon avis, ce sont de très mauvaises solutions, des solutions qui sont à court terme, qui vont compliquer et approfondir les problèmes sociaux en Grèce, au Portugal, en espagnol, et ne vont absolument pas résoudre le problème de la compétitivité de ces économies et donc de la croissance économique. Et honnêtement,
c'est quelque chose que l'on connaît très bien. Hein. C'est l'histoire du système monétaire international de Bretton Woods. Tout le monde se souvient du système monétaire international de Bretton Woods. Taux de change fixe. Le dollar. Et bien sûr, de temps à autre, on dévalue parce qu'on a trop d'inflation, on a un déficit de la balance des paiements, etc. etc. Il n'y a pas de secret. Pour retrouver la compétitivité d'une économie, soit vous augmentez la productivité de la force ouvrière, ce qui veut dire essentiellement investir dans beaucoup de machines, etc., ce qui n'est pas une option pour ces pays, soit vous dévaluez. Et c'est pour ça que moi, ça fait 8 ans que je suis on record, comme on dit, je pense qu'un certain nombre de pays vont quitter l'euro parce que ce n'est pas soutenable. Donc, ce sera la catastrophe. Vous avez mentionné... Non, pas nécessairement. Pas nécessairement? Pas nécessairement. Ça sera dur pendant quelques mois. Les banques et les investisseurs dans les obligations grecques perdront. Les compagnies d'assurance. Elles perdront aussi. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais rien n'empêche, si le drachme était, par exemple, dans le cas de la Grèce, réinstitué, il chuterait très rapidement de 30-40%. Immédiatement, vous auriez de l'inflation en Grèce, mais vous auriez un regain de compétitivité, l'économie repartirait, les exportations repartiraient, le chômage réduirait, les recettes fiscales du gouvernement grec augmenteraient, le budget, le déficit se réduirait, et la Grèce serait en mesure de commencer à repayer ses obligations. Aujourd'hui, la Grèce s'enfonce. Elle s'enfonce, on est en train de l'assommer, littéralement. Et franchement, dans un an, dans 18 mois, on revisitera le problème. Et les chiffres seront multipliés par 1,5, 2, 3. Ce n'est vraiment pas une solution. Oui, mais un pays, 2 pays laissent la zone euro. C'est quand même la fin, l'écroulement, je dirais, du rêve européen, le projet européen. Ou, dans l'immédiat, on aurait une zone euro qui serait réduite, peut-être l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, l'Autriche, la Finlande. Et puis peut-être que d'autres pays rejoindraient la zone euro, peut-être le Danemark, peut-être la Suède. Certains pays la quitteraient, mais peut-être que dans 15 ans, elles reviendront. Le problème que je pense quand on a lancé l'euro, c'est qu'on n'a pas pensé à la politique de la sortie. Il n'y a pas en place de dispositif permettant à un pays de sortir de l'euro sans vraiment perdre la face, littéralement. Aujourd'hui, si la Grèce sort de l'euro, ça sera assez traumatique. Si le Portugal sort de l'euro, ça sera assez traumatique. Mais franchement, vous regardez l'Espagne, 25% de chômage. La Grèce, on est passé de 11 à 14-15% de chômage en un an. C'est pas ça la construction de l'euro. La construction de l'Europe et la mise en place de l'euro, c'est pour faciliter, aider, accélérer la croissance économique, etc. Or, les résultats ne sont pas là. Eh bien, malheureusement, professeur Laurent Jacques, c'est tout le temps que nous avons pour ce segment et consacré à la tempête financière en Europe. J'aurai probablement l'opportunité de vous inviter à nouveau pour avoir une émission avec la participation peut-être de certains étudiants, d'un public qui pourrait également intervenir, poser des questions. Je vous remercie de votre participation. Maintenant, nous allons demander à David extrait d'une intervention de Dany Laferrière lors d'une conférence sur la francophonie au mois de mars dernier. David. Chez ma mère. Il fallait y aller parce que Petit Goâve était devenu dangereux par snobisme. Il y avait beaucoup d'arrestations à Port-au-Prince et un matin on a arrêté beaucoup de gens à Petit Goâve. J'en ai parlé dans le charme des après-midi sans fin. Et quand ma grand-mère, qui était comme une notable de par sa présence physique, et qui n'avait aucun pouvoir réel, mais de par sa présence physique, qui était une notable, et a demandé au préfet pourquoi il avait arrêté tous ces gens, lui il a dit, écoutez, on arrête à Port-au-Prince, et nous,
on ne doit pas regarder, passer ça comme si on n'existait pas. Petit-Goâve, c'est quand même une ville. On arrête à Port-au-Prince, on arrête à Petit-Goâve aussi. C'était ça, il y avait une sorte d'activité, beaucoup d'activisme. Les gens aimaient qu'il se passe quelque chose quand même. Hein? On en prend pour qui? Donc c'était cela, et c'était très difficile. Et on pouvait me découvrir, savoir que j'étais le fils de Windsor K, c'était le prénom de mon père qui était... Et K c'est pour Kléber. On m'a appelé Danny, très vite. Mais Vitan, vous savez, il n'y a aucune possibilité d'avoir une petite amie. Quand à 10 ans, vous vous appelez Windsor Kléber à la ferrière, c'est déjà vous dire votre nom, c'est déjà un problème. Alors vous n'avez aucune chance. Alors quelqu'un de ma famille, ma tante Raymond, a eu pitié de moi et m'a appelé Danny, sans raison. Donc j'ai conservé ce nom-là, mais j'espère retrouver Windsor Kléber quand très tard, mais vraiment très tard, j'aurai besoin d'un peu de légitimité. On ne peut pas quand même avoir un écrivain de 90 ans, je ne peux pas aller recevoir le Nobel sur le nom de Danny, quand même. Il faut avoir un nom, le sortir au bon moment. Au bon moment, ben voilà. Alors j'arrive à Port-au-Prince, grande ville. À Petit-Goâve, les gens sentent les feuilles des arbres. C'est un milieu proche de la paysannerie. Ils sentent les arbres, ils sentent les feuilles. On dit, et étrangement, les gens croient que c'est une mauvaise odeur. Ça veut dire que socialement, vous n'êtes pas bien si vous sentez les feuilles. On rêve ça, hein, tout le monde on aimerait sentir les feuilles. Alors les gens de Port-au-Prince pensent que c'est que vous êtes des paysans, et parce qu'eux, ils sont tout fiers de sentir la gasoline. Alors j'arrive dans cette ville où les gens sentent la gasoline.